Si vous êtes tous d'accord, je lance la présentation parce qu'on a beaucoup de choses intéressantes à nous dire aujourd'hui et on a des intervenants de grande qualité pour parler des avancées de l'état de l'art et de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et procédés laser. Donc, bienvenue à ce webinaire numéro 20 qui est organisé dans le cadre de projets dynamiques. Moi, je suis Maria Jaoudi et je travaille au sein de l'Agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine, l'agence de développement régional pour les entreprises de la région de Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai l'honneur de co-coordonner ce projet dynamique que je vais vous présenter rapidement en ouverture de ce webinaire. Mais avant de présenter ma partie, donc dans le programme, je vous ai dit qu'on avait des intervenants de grande qualité. Qui sont-ils? J'ai d'abord Éric Motet à mes côtés de la société HNU. Bonjour Éric, qui va démarrer l'intervention juste après moi. Ensuite, nous avons la chance d'avoir David Brunel, qui est Group Research Coordinator pour l'entreprise LASEA. Bonjour David et bienvenue. Et nous avons aussi Jean-Philippe Colombier, un professeur de l'université qui vient de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, qui clôturera cette séquence de présentation. Bonjour à vous et bienvenue. Et honneur aux dames, je commence, j'ouvre le bal un petit peu avec ma présentation du cadre et vous ferez le lien aussi avec vos présentations parce que pour accompagner les entreprises sur une thématique qui n'est pas encore tout à fait mature et industrialisée, c'est justement l'objectif du programme Dynamique. Mais qu'est-ce que c'est dynamique finalement? On en parle, on en parle. En fait, c'est un EDIH et c'est un acronyme européen pour dire European Digital Innovation Hub, qui se dit en français l'écosystème européen digital d'innovation. Et ces écosystèmes européens ont été mis en place depuis 2022 sur tout le territoire européen pour appuyer les acteurs régionaux en France et ailleurs en Europe à détecter, à identifier et à déployer les différentes technologies numériques avancées, notamment à base d'intelligence artificielle, pour gagner en compétitivité, pour être plus productive et se moderniser. Donc en Nouvelle-Aquitaine, ce UDH s'appelle Dynamique, mais vous les retrouverez dans toutes les régions françaises. En Occitanie, il s'appelle Occitania, en Pays de la Loire, Diva, et ainsi de suite. Donc en Nouvelle-Aquitaine, nous accompagnons les entreprises qui sont implantées ou qui ont une usine ou un service opérationnel industriel basé sur notre région. Et la taille de 3000 personnes au consolidé, si vous êtes en dessous, vous pouvez très bien bénéficier d'un service et d'un accompagnement au sein d'un parcours client qui va vous aider en fait à avancer sur vos projets d'identification et de déploiement de différentes technologies à base d'intelligence artificielle. Donc, quand vous faites appel à nous, on vous propose en fait une panoplie, un portefeuille de différents services qui vont de niveau très bas de maturité digitale, qui peuvent s'adapter au fait à toutes les entreprises, quel que soit votre secteur d'activité industrielle. Donc, on va de l'acculturation jusqu'à vraiment déploiement opérationnel des projets avec différentes familles de services qui sont test et expérimentation, détecter les bonnes technologies, construire un prototype et l'expérimenter au sein de mon entreprise et écrire le pré-cahier de charge des spécifications techniques pour la pré-industrialisation après, former mon personnel, accompagner aussi mes équipes à bien monter en compétences pour bien aussi déployer ces technologies, les familles de services formation. Et comme ces technologies nécessitent des investissements, on vous accompagne aussi à la recherche et identification des bons dispositifs financiers pour mener vos projets à bien. Donc, je vous ai parlé d'un parcours client. Il se déroule de cette façon-là. Les premières étapes jusqu'à proposition de solution. Donc, on travaille avec vous pour identifier votre niveau de maturité et vos défis. Et jusqu'à la proposition de solution et votre choix de solution. Vous n'êtes pas engagé et tout est pris en charge à 100% par les cofinancements européens et régionaux. Et ensuite, selon les services que vous allez choisir à la carte, parmi ceux qu'on va vous proposer, vous pouvez avoir des taux de cofinancement très intéressants, allant à partir de 65% en fait, de subvention jusqu'à 100% pour certains services.
Donc aujourd'hui, nous avons déjà accompagné plus de 80 entreprises régionales sur l'ensemble de volets organisationnels de l'entreprise, là où les technologies à base d'intelligence artificielle peuvent avoir un impact et valeur ajoutée à être déployées. Faites aussi comme elle, sautez le pas, contactez-nous pour qu'on vous mette en relation avec les bons experts et les spécialistes et qu'on vous accompagne de manière personnalisée à déployer vos projets. J'ai terminé juste un mot pour dire sur qui nous sommes, en fait. Dynamique, c'est un collectif de 13 partenaires régionaux qui viennent de différents horizons, tant de la recherche académique que des centres de techniques et de transfert technologique très pratico-pratiques concrets qui font un travail d'innovation avec les entreprises. Et nous pouvons bien sûr travailler en collaboration avec d'autres instances des autres EDH européens que j'ai mentionnés. Merci beaucoup et je passe la parole à Eric Motet, de la société HNU. Hop. Peut-être un mot juste, Eric, excusez-moi, avant de vous laisser la parole. Si vous avez des questions, ne vous privez pas. Vous êtes libre de les taper, les rentrer dans le chat, dans la conversation. Et puis à la fin, nous laisserons un petit temps de questions-réponses et les intervenants pourront voilà, discuter un petit peu avec vous sur vos problématiques plus personnalisées et vos questions. Merci, j'ai terminé. Est-ce que la présentation est partagée? Tout à fait. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. Ce que je voudrais évoquer rapidement ce matin, c'est un pourquoi les techniques de machine learning et d'intelligence artificielle sont importantes dans notre domaine d'activité assez spécifique, hein, qui est le traitement des matériaux par laser. Vous présenter rapidement un cas d'usage et puis entamer une réflexion qui sera illustrée, poursuivie par les intervenants suivants. D'une part, sur les challenges et quelques pistes pour, répondre à ces challenges qui visent à passer essentiellement d'une notion de preuve de concept à mise en œuvre industrielle. Pourquoi c'est important? C'est important parce que dans le développement de procédés de traitement de matériaux par laser, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est long, c'est pas toujours reproductible. Une fois que j'ai développé une application, c'est pas toujours facile à transférer dans l'industrie. Au cours du temps, j'ai relevé quelques grognements de mon collègue Marc Faucon d'Alphanov, qui est responsable du micro-usinage au centre technologique Alphanov. Et donc, vous avez quelques exemples affichés sur la planche. Le traitement des matériaux par laser, en particulier femtoseconde, mais pas seulement, ça met en œuvre de nombreux types de matériaux. Il y a de très nombreux procédés laser différents. Et dans chaque expérience ou dans chaque montage expérimental, vous avez aussi un grand nombre de paramètres. Et comme le dit Marc, on ne comprend pas toujours très très bien ce qui se passe, même si l'expertise aide. Ça se traduit d'un point de vue industriel par des temps de procédés de développement qui sont longs, donc qui sont chers. Et pour avoir piloté une entreprise de laser pendant de nombreuses années, c'est un frein au développement de nouvelles applications. Et quand je parle de multiparamètres, procédés compliqués, pas toujours compris, eh bien on se dit que c'est effectivement un candidat, une application qui est un candidat intéressant aux applications de traitement numérique et de machine learning. Et effectivement, depuis quelques années, pas très très longtemps, mais depuis quelques années, on voit de plus en plus de très jolis résultats dans les différentes applications d'usinage laser, d'utilisation de méthodes numériques pour prédire des résultats expérimentaux. C'est un domaine qui est en plein développement. Je crois que vous en aurez un exemple dans la troisième partie du séminaire. Et c'est un domaine sur lequel je suis avec intérêt, sur lequel j'ai personnellement beaucoup d'admiration pour les travaux qui sont faits. Néanmoins, ces travaux sont souvent faits dans le cadre d'une preuve de concept, ce qui est quand même très, très intéressant. Et si je veux décliner ça sur une application industrielle, eh bien, j'ai un certain nombre de difficultés, de challenges que je dois traiter. Le premier, c'est que souvent, les méthodes de machine learning marchent bien avec un grand nombre de données. Et dans nos métiers, la donnée est souvent chère
est difficile à acquérir, elle est chère parce que ce sont des méthodes parfois sophistiquées. On parlera de microscopie confocale, on peut parler de tomographie à cohérence optique, ça prend du temps, donc voilà. Et en quelques journées de travail, si j'ai acquis 1000, 2000 points de données, je suis plutôt content. Deuxième point, la plupart de ces preuves de concept, elles sont faites dans des environnements semi-contrôlés et très souvent, on isole une partie d'un ensemble de données dans un jeu d'entraînement et on valide les données sur un jeu de test, ce qui est important, ce qui est effectivement des bonnes pratiques, mais on reste dans un environnement contrôlé, on reste avec le même setup expérimental, on reste avec les mêmes matériaux, etc. Et ce que montre la partie inférieure de la planche, c'est que des résultats de machine learning qui semblent très intéressants. Vous avez une présentation ici qui est assez courante dans les techniques de machine learning. L'axe horizontal, ce sont les données mesurées, et l'axe vertical, ce sont les données prédites par le modèle. Dans un monde idéal, la prédiction est égale à la mesure, et tous les points sont sur la ligne rouge. Vous voyez que par rapport à même des modèles un peu plus traditionnels, des modèles physiques, le machine learning est très efficace. Mais vous voyez aussi que la généralisation, ici j'ai pris un exemple simple de changement de matériaux, mais c'est à titre illustratif principalement, est un vrai challenge. On en parlera un petit peu rapidement, je donnerai quelques idées. Avant ça, je voulais vous proposer un cas d'usage qui est développé, sur lequel j'interviens en collaboration et qui est développé par nos collègues du Centre technologique d'Alphanov à Bordeaux, dans le cadre de leur activité de test de circuits intégrés. L'idée de cette activité, c'est d'injecter par laser des défauts dans des circuits intégrés en fonctionnement et de mesurer, de regarder par voie optique la réaction du laser, du circuit intégré, et de vraiment monitorer le fonctionnement du circuit intégré en fonctionnement. Pour faire ça, il faut y avoir un accès, et un accès non agressif. Donc, il faut arriver à décaper le silicium, le chip, le circuit intégré, jusqu'à être très proche des couches actives. C'est ce qu'on voit qui est en train de se passer sur la vidéo ci-dessous. Donc, il y a une problématique d'ablation du silicium où il faut arriver à contrôler très précisément non seulement la profondeur d'ablation, mais aussi, idéalement, l'état de surface. Un bon état de surface conduira à des résultats meilleurs. C'est un très bon candidat pour le machine learning. J'ai travaillé avec Alphanov là-dessus pendant un certain temps. On remarque que dans notre travail, les points de données, encore une fois, sont relativement limités. On a typiquement entre 500 et 1000 points de données qui sont acquis et traités de façon semi-automatique seulement par microscopie confocale. Et l'on voit effectivement, ici c'est un exemple d'un modèle qui mêle deux approches. Une approche de régression, donc un modèle de machine learning qui vise à prédire la profondeur d'ablation en fonction des paramètres laser. L'idée étant bien sûr d'être capable d'avoir le problème inverse, prédire les paramètres laser à partir de la profondeur souhaitée. On voit sur ma courbe de régression là que les prédictions sont de bonne qualité par rapport aux mesures, donc c'est une prédiction quantitative. Et un deuxième modèle un peu plus sophistiqué en bas qui est alors, comme on dit en français, je ne sais pas bien, Generative Adversarial Network, en bon français, qui met en œuvre des réseaux de neurones, des réseaux de convolution de neurones, et qui a pour but de prédire la surface, l'état de surface. On pourrait théoriquement imaginer que ce modèle prédise aussi la profondeur. Dans l'approche que j'ai suivie pour une notion de robustesse industrielle, j'ai découplé la prédiction de l'état de surface par ce modèle-là, et puis la prédiction de la profondeur de pénétration par un modèle de régression qui est plus robuste. Et on a vu que les résultats de prédiction de profondeur étaient de bonne qualité, et de même, on arrive à avoir, avec un nombre relativement limité de données, des prédictions d'état de surface tout à fait intéressantes. Donc, c'est extrêmement prometteur. Je n'ai pas adressé complètement ici les deux challenges que j'ai évoqués. C'est un sujet sur lequel on continue à travailler avec nos collègues d'Alphanov. J'ai dit que l'acquisition de données était compliquée.
une approche possible est de simplifier les méthodes de mesure. Ici, on peut difficilement être plus simple. On utilise un microphone, donc un simple microphone. Normalement, ça ne devrait pas marcher. C'est une méthode trop rustre pour nos usinages laser. On voit malgré tout qu'avec un peu de traitement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps passe, mais qu'avec un peu de traitement, on se rend compte qu'il y a malgré tout de l'information dans cette mesure relativement simple. Et c'est quelque part, peut-être pour nous, laseristes, un changement de paradigme. Nous, on est habitués à mettre en œuvre des diagnostics sophistiqués pour bien comprendre tout ce qui se passe. Une approche qui me semble très intéressante pour moi est de simplifier les diagnostics. On ne comprendra peut-être pas, nous, immédiatement tout ce qui se passe, mais si l'information est présente dans le diagnostic mesuré, on devrait être capable de l'extraire par ces méthodes numériques de machine learning, intelligence artificielle. Et deuxième approche sur laquelle je travaille, c'est la notion de faibles données. Les modèles de machine learning ont besoin de beaucoup de données. La courbe en bas à gauche, elle représente un paramètre qui s'appelle le R2, qui est quelque part l'efficacité du modèle. La courbe verte représente un modèle de machine learning et on voit très bien que l'efficacité du modèle augmente avec le nombre de données disponibles. En bas, vous avez des exemples de 10 à 100 points de données. En orange, c'est un pur modèle physique. Pour les connaisseurs, c'est le modèle à 2 températures d'ablation laser femtoseconde. C'est un modèle relativement simple. On voit qu'il a des meilleurs résultats que le modèle de machine learning quand j'ai très peu de données, mais qu'il a un peu de mal, effectivement, qu'il montre ses limites quand le nombre de données augmente. Et en bleu, c'est un modèle sur lequel je travaille, qui est quelque part un modèle hybride qui mêle machine learning et physique dans le but d'avoir une efficacité aussi bonne que possible avec des points de données limités. Je pense que c'est une approche qui est intéressante aussi pour des futures applications industrielles. Je voudrais laisser du temps à mes collègues qui ont des présentations intéressantes aussi, donc je vais conclure. Le machine learning est effectivement une voie que je juge très intéressante pour le développement de procédés laser et devrait nous permettre de briser un certain, ou de passer, d'ouvrir un certain nombre de verrous qui ont aujourd'hui encore des conséquences pratiques et importantes sur le développement d'applications et donc de chiffre d'affaires pour les entreprises. Il y a un travail important qui est fait dans la communauté de développement de procédés, mais ce n'est pas suffisant. Si l'on veut passer à des applications industrielles ou de la vie réelle, il reste un important travail qui n'est pas seulement un travail de modélisation, mais qui est un vrai travail d'ingénierie et de développement. J'ai donné 2 exemples, il y en a sans doute d'autres, qui est de travailler sur l'acquisition de données, sur le développement de diagnostics en ligne, et puis de travailler sur des modèles spécifiques adaptés à notre domaine d'activité. Et avec ça, je conclus et je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation intéressante et cette entrée en la matière qui permet de poser les enjeux, les défis et les intérêts du sujet pour les industriels. Je vous laisse la parole, David, pour poursuivre cette présentation autour de vos applications au sein de la société Lasea. Bonjour à tous. Déjà, un grand merci pour m'offrir cette opportunité de présenter nos travaux dans le domaine. Donc, notre travail aujourd'hui, donc là, vous avez une belle image, c'est pour faire croire qu'il fait toujours beau en Belgique. Ça, c'est un peu plus réaliste. Concernant, donc, on a développé des procédés d'optimisation et de prédiction de paramètres laser, donc grâce à l'intelligence artificielle. C'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec un partenaire, Sagacify, entreprise belge. Quelques mots sur Lasea. Donc, on est un groupe de différentes entités en Europe avec différents chiffres ici, donc plus de 40 brevets, 3000 systèmes vendus et une croissance très forte de plus de 30% par an depuis 10 ans. Et on atteint maintenant, on est proche des 200 employés. Et nous sommes présents tout autour du monde.
Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le contexte, donc d'un point de vue industriel. À l'heure actuelle, lorsque nous vendons des machines, donc on vise différents marchés. Typiquement ici, vous avez les 4 marchés que nous ciblons principalement. Nous sommes maintenant ouverts à plus encore. Mais je vais prendre comme exemple un marché que nous connaissons très bien qui concerne le luxe et la fabrication de la montre. Ils sont très intéressés par différents types d'usinage laser de précision et sans effet thermique, ou alors avec un contrôle des différents effets qu'on peut avoir en termes de dimension ou en termes de qualité. À l'heure actuelle, pour chaque application, on doit développer un procédé, donc une recette, et les choses à prendre en compte, les différents paramètres, comme l'a déjà expliqué Eric, sont nombreux, surtout avec du laser femtoseconde. Donc vous avez une liste, vous voyez que la liste s'agrandit. On a les paramètres laser de la source, du contrôle du faisceau, et on a également les paramètres de la stratégie laser qu'on applique sur la pièce. On tient par exemple la distance entre lignes ou le nombre de couches, ou encore l'angle qu'on peut appliquer à certaines trajectoires laser. Et maintenant, depuis peu, on a des nouvelles sources laser qui ont ce qu'on appelle des modes rafales, que ce soit en mégahertz ou en gigahertz, qui rajoutent encore une couche de nombre de paramètres différents. La méthode actuelle pour chercher un procédé optimal consiste en la réalisation de différentes matrices. Donc, chaque matrice est constituée principalement de... ici, pour faire simple, on a illustré ça par 2 paramètres seulement, mais il peut y en avoir plus, qui sont ici représentés par la puissance et la vitesse. Et en fonction de ces variations de paramètres, on identifie la qualité qui nous convient pour ensuite l'appliquer sur la pièce qui est donc ciblée par notre client. La problématique, c'est que trouver les procédés optimaux, ça prend du temps, ça nécessite d'avoir différents échantillons et ça prend également du temps de personnel. Et en plus de ça, les procédés établis à l'échelle du micron ne sont pas forcément toujours reproductibles d'une machine à une autre. Donc, il y a toujours besoin d'avoir des légers ajustements. D'où l'établissement d'objectifs. Donc, nous avons déposé une méthode, nous avons déposé un brevet sur une méthode qui consiste à utiliser, donc nous utilisons l'IA, nous cherchons, notre but est de l'intégrer avec comme objectif d'éviter la phase de recherche de paramètres ou en tout cas de la réduire autant que faire se peut pour économiser du temps et de pouvoir adapter facilement, donc les modèles qui seront développés, de pouvoir les adapter facilement. Donc ce qu'on vise, on vise d'avoir certaines caractéristiques d'usinage, comme par exemple la profondeur, la qualité du fond d'usinage, donc exprimée par le RA, ou la qualité des bords d'usinage, donc exprimée par la dimension des remontées de matière, ou encore les angles des bords après usinage. Et notre objectif est, grâce à l'IA, de pouvoir prédire les paramètres à appliquer pour un type d'usinage visé. Donc, on veut que cette IA nous fournisse les paramètres pour l'ensemble des paramètres possibles applicables par une machine. Donc, la méthode en elle-même consiste en 3 étapes. Donc, tout d'abord, il y a la partie génération de données. Je vais montrer comment nous avons abordé ce problème d'un point de vue ingénierie. Mais tout d'abord, il est toujours important d'avoir un lien entre ce qu'on appelle les côtés input et output. Donc, dans notre cas, les inputs, ce sont les paramètres de gravure et les outputs sont les profils obtenus. Ensuite, j'ai envie de dire, pour faire très simple, on passe ça à la moulinette, on peut appliquer différents modèles d'IA, ce qui a été réalisé avec notre partenaire. Nous sommes focalisés ici sur le XGBoost et le réseau de neurones, afin d'obtenir une fonction qui va faire le lien entre les outputs et les inputs. Donc, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? L'étape numéro 1, nous sommes partis, en tout cas notre approche a été de produire des données réelles avec une machine entièrement automatisée. On a fait varier dans différentes matrices, dans de nombreuses matrices et dans des milliers de tests, les différents paramètres laser sur différents échantillons. Donc ici, on s'est focalisé sur des carrés de 1 mm de côté, avec une répartition aléatoire, une variation aléatoire des différents paramètres au sein de ces différents carrés. Donc ici, vous avez un exemple de machine que nous produisons et que nous vendons qui permet de faire ce genre de recherche. On s'est focalisé également ici sur le matériau 316L, le Linux 316L. Et dans cette machine, nous avons intégré donc un moyen de mesure qui est un confocal, qui est une des méthodes
souvent utilisé pour faire de l'analyse de pièces à l'échelle micrométrique. Donc, c'est un moyen optique qui a une très grande résolution que nous avons programmé, que nous avons automatisé afin de faire des relevés de mesure de manière automatique. Donc, ça nous a permis de libérer un peu le temps de personnes sur la machine. Donc, on avait une automatisation de la génération des usinages et une automatisation de la mesure de ces usinages. Cette automatisation nous donnait en output, donc la valeur de profondeur, de largeur, de remontée de matière et également de rugosité. Cet ensemble de données, une fois qu'on avait l'ensemble des inputs et des outputs, on les a donnés, on a appliqué un entraînement IA dessus, donc via les deux différents algorithmes dont j'ai déjà mentionné, donc algorithme XGBoost et algorithme de réseau de neurones, qui ont servi ensuite donc, de faire ce lien, d'établir cette fonction entre les inputs et les outputs, dans le but toujours d'inverser. Donc, on veut telle dimension, on veut telle qualité de surface, et bientôt, on veut tel temps de cycle. Quels sont les paramètres laser à appliquer? Donc, en termes de résultats, donc ici, vous avez déjà l'ensemble des données qui ont été... donc ici, c'est une comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs prédites pour les différents algorithmes, avec notamment la mesure de la profondeur et également la mesure, donc ce sont les graphes du bas. Les graphes du bas représentent les mesures, enfin, les valeurs correspondant à la rugosité. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'entre ces deux différents modèles, en termes de performance, on est relativement similaires. Les différences sont vraiment minimes. Simplement, un avantage, en tout cas de notre point de vue en tant qu'intégrateur machine, c'est que le réseau de neurones devient vraiment avantageux dans le sens où il permet d'adapter facilement le modèle lorsqu'il y a un changement de machine. Donc, ce qu'on appelle faire du transfer learning, ce que le réseau de neurones aura déjà appris, il va pouvoir le garder quelque part en mémoire, garder son expérience qu'il aura acquise pour pouvoir l'appliquer à une autre machine. Donc, grâce à ça, on peut déjà se débarrasser d'un des challenges qu'on rencontré lorsqu'on devait reproduire un procédé d'une machine vers une autre. On devait toujours redévelopper, en partie en tout cas, le procédé. Grâce à ce développement ici, on économise fortement, on réduit fortement ce temps de travail. Ensuite, en termes de qualité de prédiction, ce qu'on a observé, c'est que pour les grandes profondeurs, la qualité de la prédiction augmentait. C'est-à-dire que l'erreur sur la prédiction, sur la valeur d'usinage, la valeur de la profondeur augmentait. Par contre, pour ça, on a différentes explications. C'est-à-dire que les grandes profondeurs sont associées souvent, pour certaines gammes de paramètres, avec également des grandes rugosités. Donc, ça veut dire une plus grande variabilité sur les données entraînées. Et également, on avait également moins de données pour les grandes profondeurs, donc ce qui explique aussi c'est aussi une des explications, mais aussi une voie d'amélioration donc pour la prédiction de modèles. Donc ça va faire partie des prochaines étapes, c'est d'améliorer la performance des modèles sur des grandes profondeurs avec des données qui auront également des rugosités de surface moindres. Donc ici, ça fait beaucoup d'informations, mais on a également appliqué cette recherche sur le régime gigahertz. Donc c'est un régime assez innovant du point de vue des sources laser et qui est très prometteur, notamment pour les applications de micro-usinage, pour optimiser encore une fois les performances. Donc ça nous intéresse fortement pour améliorer la productivité de nos machines. On a fait des entraînements, donc le réseau de neurones XGBoost toujours, avec différents nombres d'impulsions par burst. En évitant d'avoir on n'a pas entraîné les modèles avec 5 pulses par burst et 10 pulses par burst. Ces valeurs ont été ont servi à confronter les prédictions qui ont été faites du coup pour les 5 pulses par burst avec les mesures expérimentales. Simplement pour illustrer ce que nous cherchons à réaliser. Donc, une fois que ces modèles, cette recherche a été réalisée, notre objectif, forcément, est d'appliquer ça et d'intégrer ça sur des machines. Donc, voici un exemple, une illustration vidéo de à quoi pourrait ressembler une intégration de cette recherche. Donc, un opérateur devant sa machine va dire « je veux ces données cibles ». Donc, ici, il va cibler une certaine profondeur de 100 microns, un certain RA,
et par exemple avoir une contrainte sur l'angle. Et le résultat va être que grâce à l'IA, grâce à l'entraînement, on va pouvoir avoir toute la liste des paramètres qui va être... donc ici, c'est représenté sous forme de tableau, mais c'est très facile maintenant à partir de là de l'envoyer directement dans la machine pour l'appliquer directement sur un usinage. Donc le temps de recherche, comme vous avez vu, là, c'était du temps réel. La prédiction des paramètres était en temps réel. Ce n'était pas accéléré, donc ça prend seulement quelques secondes par rapport à actuellement. Donc pour conclure, et en espérant que je n'ai pas été trop long, donc on a pu faire la preuve de concept de l'utilisation de l'outil IA pour obtenir des paramètres optimaux pour du micro-usinage, donc en mode single pulse pour l'instant, et on commence à appliquer ça au mode gigahertz. Donc la preuve de concept a été validée également en mode gigahertz. On a encore beaucoup de recherches à faire. On a également vu qu'en pré-entraînant des réseaux de neurones, ça permet de faire du transfer learning. Donc, on se débarrasse ou on réduit fortement les contraintes de redéveloppement de procédés lorsqu'on passe d'une machine à une autre ou d'une source laser vers une autre source laser avec des propriétés physiques assez similaires. Donc, ça permet donc de réduire fortement le nombre de données lorsqu'on passe sur une nouvelle machine. Pas besoin de reproduire des dizaines de milliers de données, il suffit de quelques centaines. Et à l'avenir, on va se focaliser notamment pour améliorer encore les prédictions, notamment sur les grandes profondeurs, donc en fournissant d'autant plus de données et potentiellement adapter les paramètres de la recherche. Également appliquer ça sur des bursts longs en termes de gigahertz, c'est-à-dire pour des nombres d'impulsions supérieurs à 10, et également sur différents matériaux. Alors, on commence à travailler à l'heure actuelle sur notamment tout ce qui est titane et laiton, par exemple. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en parler plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter, moi ou également ma collègue Céline Petit, qui a fortement travaillé sur ce projet. Un grand merci à tous. Merci beaucoup, David, pour cette présentation intéressante. Est-ce que quelqu'un aurait déjà des questions pour nos deux premiers intervenants, Eric ou David? Donc, n'hésitez pas à les saisir dans le chat. Comme ça, on saura aussi mesurer le temps qui nous reste pour les questions à la fin. Voilà, et ne pas être après pris un petit peu par le temps. Donc, n'hésitez pas à exprimer si vous avez des interrogations pour les deux premiers intervenants. Et en attendant, je laisse la parole à Jean-Philippe, pardon, excusez-moi. Jean-Philippe de l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne. Voilà, vous avez finalement pas mal de temps qui vous reste entre 15 et 20 minutes pour nous présenter vos sujets aussi d'avancement dans ces thématiques IA et laser qui est finalement très riche et peut se compléter petit à petit finalement. Merci et bonjour à toutes et tous et merci à vous de me donner l'opportunité de présenter ces travaux. C'est des travaux qui ont été réalisés à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne dans le cadre du laboratoire Hubert-Curien et qui concernent le machine learning pour l'auto-organisation qui est induite par laser femtoseconde sur des surfaces. Donc là, vous avez sur l'image à droite, vous avez typiquement le type d'auto-organisation qu'on essaie de générer sur nos surfaces avec une particularité qui est la distance entre les pics ou les entités que vous voyez là, qui est de l'ordre de la centaine de nanomètres. Donc la longueur d'onde qu'on utilise, qui est une longueur d'onde proche infrarouge, 800 nanomètres, 1 micron, typiquement, c'est la taille du cercle que vous voyez là. Donc on essaye de contrôler la texturation qu'on va obtenir sur des surfaces à des échelles qui sont bien en dessous de la longueur d'onde optique et notamment de la longueur d'onde du laser qui est utilisé. On est au-delà de la limite de diffraction. Donc la particularité, c'est d'arriver à générer des structures qu'on appelle des structures de complexité, en gros des surfaces qui sont auto-organisées avec des motifs qui sont généralement soit des stries, comme on voit là, soit des structures hexagonales. Ça peut être également des pics qui ont généralement beaucoup d'intérêt pour les applications, par exemple pour la biologie. Et puis, tout un tas de types de structures qu'on a sans doute et de formes qu'on n'a encore pas forcément découvert. Donc le principe, c'est qu'on envoie une impulsion laser ultra brève. Il se passe un ensemble de processus physiques qu'on ne connaît pas encore totalement. La matière est portée loin de l'équilibre et ensuite le système va relaxer vers une dynamique de complexité. Alors pour générer ça, on va générer des surfaces expérimentales à partir d'impulsions laser ultra brèves, la centaine de femtosecondes.
et on va irradier des surfaces métalliques avec un jeu de double impulsion. Donc pourquoi des doubles impulsions? Donc des impulsions qui vont être croisées avec une polarisation qui sera dans une direction et l'autre qui sera à 90 degrés de l'autre direction pour essayer de générer des structures avec des excitations antagonistes. Ça nous permet de générer des sortes de LIPS, donc des Laser Induced Periodic Surface Structures, qui ne soient pas alignés dans la direction de la polarisation du laser, qui est la chose qu'on obtient généralement quand on envoie un laser sur la surface. On obtient des stries orientées par la polarisation. Nous, on souhaite qu'ils soient plus génériques que ça, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas orientés dans une direction en particulier et qu'ils puissent générer des processus complexes, et notamment de la brisure de symétrie. Donc, pour arriver à investiguer ça, on produit des expériences d'auto-organisation et ce que je vais vous montrer, c'est comment on va entraîner notre modèle de machine learning sur une dynamique non linéaire de physique. Donc, je reviens sur l'expérience. Donc ici, vous avez typiquement le genre d'expérience qui est mis en place. Vous avez une impulsion laser femto qui va être couplée en deux par l'intermédiaire d'un interféromètre de Mach-Zehnder et les deux bras vont être recombinés avec un certain délai entre les deux impulsions. On a un contrôle de la polarisation de chacune des deux impulsions et on va comme ça irradier par focalisation la surface de l'échantillon. Ici, c'est du nickel avec un état de surface qui est quasi parfait. On a un RA qui est proche du nanomètre, tout simplement parce qu'on essaie de générer des structures qui sont à l'échelle du nanomètre. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des RA trop élevés. On envoie quelques dizaines d'impulsions et typiquement, voilà ce qu'on va arriver à mesurer. Alors, par rapport à ce qu'a présenté David juste avant moi, on ne peut pas avoir une mesure in situ, par exemple avec un microscope confocal, tout simplement parce qu'on a besoin d'une très haute résolution, une résolution à l'échelle de la dizaine de nanomètres au minimum. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la mesure par microscopie électronique à balayage. Donc, ce que vous avez là, c'est pour un couple d'énergie de type fluence. Et en fonction du délai qu'on va mettre entre les deux impulsions, on est allé, après irradiation, observer pour chacun des cas, chacun des couples, quelle était la structure auto-organisée qu'on arrivait à observer sur la surface. Donc ça, c'est fait au MEB, et chaque image MEB prend un certain temps. Donc on a un nombre de données qui est très limité. Typiquement, ce que je vais vous montrer là ce matin, c'est réalisé avec quelques centaines de données de structuration. Donc ce qu'on voit par exemple comme structure intéressante, c'est ici, vous avez des structures qu'on appelle cross-hatch et qui correspondent à une sorte de quadrillage obtenu avec la double impulsion. Ici, vous avez des structures qui sont plutôt chaotiques. Ici, des stries orientées dans une direction qui n'est pas nécessairement le long d'une des deux polarisations laser. C'est quelque chose qui va se former naturellement dans une direction aléatoire. Et ici, des structures qui sont formées de manière hexagonale, où vous avez une sorte de nid d'abeilles qui se forme sur la surface à des échelles qui sont toujours à moins de 100 nanomètres entre chacune des nanocavités que vous observez. Donc là, l'image, c'est 1 micron par 1 micron, typiquement. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise l'IA pour traiter ces données-là? Tout simplement parce qu'on a déjà un nombre de données d'expérience qui est trop peu suffisant, qui prend énormément de temps parce qu'il faut s'assurer que tout est réalisé dans les bonnes conditions et qu'on va pouvoir faire du MEB sur des conditions équivalentes avec un nombre d'impulsions définies. Et si on veut changer par exemple de matériau, il faut reprendre complètement ce type de données de structuration et rechercher les paramètres clés. Vous voyez que les fenêtres sont assez faibles en fluence, on est entre 0,16 et 0,24 joules par centimètre carré. Et donc, on va entraîner l'IA à partir de ces données de structuration. Elles ne sont pas suffisantes. Si vous allez demander à des experts en sciences de computation, ils vont vous dire qu'il faut des dizaines de milliers de données pour que l'IA commence à être opérationnelle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un ajout de modèles qui sont des modèles physiques qui sont capables de donner des choses un peu équivalentes à celles qu'on observe expérimentalement. Et on a entraîné le modèle à faire le lien entre nos modèles physiques et nos données de structuration. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir faire de l'ingénierie de surface qui est informée par le machine learning, mais également, demain, de pouvoir guider, grâce au machine learning, quels sont les modèles physiques pertinents pour la structuration. Donc voilà typiquement ce qu'on a réalisé. On a utilisé un modèle de Swift-Hohenberg, qui est un modèle qui a été développé pour la convection, en particulier la thermoconvection.
et qui est un modèle non linéaire qui peut paraître relativement simple. Il est assez complexe tout simplement parce que ici vous avez des termes de gradient d'ordre 4, donc vous avez des fortes non-linéarités qui apparaissent, et ici vous avez d'autres termes non linéaires qui sont possibles. En fonction des deux paramètres possibles dans le modèle, vous allez, en fonction des valeurs que vous allez fixer dans vos paramètres, vous allez obtenir des structurations qui ont des formes complètement différentes et qui ressemblent un peu à ce qu'on observe expérimentalement. Donc ici, par exemple, vous avez des données expérimentales qui ont été obtenues pour des couples de paramètres de fluence et délai d'impulsion, où vous avez des bosses, des stries, des hexagones ou des choses plus labyrinthiques. Et on a cherché par ce modèle de Swift-Hohenberg à voir si on arrivait à retrouver à peu près les mêmes formes et on arrive à retrouver des formes équivalentes à partir du moment où on fait un bon lien entre les expériences et le modèle. Donc ici, par exemple, des données réelles en rouge ou des données qui sont générées par le modèle en vert. Et donc la question pour nous, dans différents cas de stries, d'hexagones, etc., de bosses, et la question pour nous, c'est comment on fait le lien entre les deux paramètres du modèle, qui est un modèle un peu empirique, hein, avec epsilon gamma qui ne sont pas liés à des données physiques qu'on connaît. Et comment on relie ça aux données réelles expérimentales laser, qui sont l'affluence et le délai qu'on utilise. Donc c'est là où on a entraîné notre modèle pour faire la fonction de bijection entre ces données de fluence, délai, nombre d'impulsion et epsilon gamma. Pour ça, on a utilisé un réseau de neurones convolutionnels pour essayer d'entraîner ce solver dans plusieurs espaces de features, plusieurs espaces de caractéristiques. Et alors, ce qu'on a fait, c'est d'abord générer des données expérimentales qui sont ici les données que vous observez en rouge. Donc, vous avez par exemple 2 données réelles observées avec des valeurs de θ qui correspondent aux valeurs expérimentales utilisées pour l'affluence et le délai. Et on a généré un nombre beaucoup plus grand de données générées par le modèle numérique qui prend beaucoup moins de temps, où en quelques heures, on a un résultat de simulation pour des paramètres epsilon gamma. Et on voit qu'on va pouvoir cartographier une plus grande zone dans l'espace. Donc on a pré-généré des solutions de Swift-Hohenberg qu'on va comparer aux données expérimentales qui sont nos données réelles. Et en particulier, ce qu'on va essayer de faire, c'est relier les résultats d'observation les plus proches entre la donnée expérimentale et la donnée réelle, simplement en termes de motifs. Alors quand je dis en termes de motifs, ça peut être fait de plein de manières différentes, et c'est pour ça qu'on parle de features, d'espace de features, c'est-à-dire que ça pourrait être fait par exemple dans l'espace de Fourier, ça peut être fait dans l'espace réel, ça peut être fait sur la couleur qu'on observe, ça peut être fait sur les périodicités qu'on observe, la hauteur qu'on observe, etc. Donc il y a un tas de données qui peuvent être, ça peut être fait pour plusieurs types de caractéristiques. Et alors, ce qu'on a fait, c'est essayer de définir, d'apprendre une fonction qui est capable de faire le lien entre nos données expérimentales, qui sont la valeur du θ, encore une fois, c'est les données laser, fluence, délai, nombre d'impulsion, et les données phi, qui sont les coefficients du modèle. Et au sens de la norme L2, on a cherché la fonction qui minimisait ce qu'on observait expérimentalement et ce qu'on observait dans la simulation. Comme ça, on a créé une fonction de bijection qui s'appelle H, qui est compatible avec des données de Swift-Hohenberg, donc de convection, et qui va nous permettre de prédire soit des nouveaux patterns, soit de faire de l'interpolation, soit de faire de l'extrapolation sur les données qu'on n'a pas encore. Donc voilà typiquement les données qu'on a générées. Expérimentalement, vous avez les valeurs à gauche, des images à gauche de microscopie électronique à balayage. À droite, ça correspond aux motifs prédits qui sont les plus proches de ces données expérimentales, où vous voyez qu'on retrouve bien le type de motif, le type de forme. De temps en temps, on a des motifs multiples, et donc c'est plus difficile de retrouver exactement les données expérimentales, mais on arrive généralement à être meilleur que ce qui s'appelle ici les plus proches voisins. Et les patterns plus proches voisins, on voit qu'ils peuvent prendre des formes très différentes. Donc dans certains espaces de features, on peut être très près de la donnée expérimentale en termes de forme un peu labyrinthique, ou alors on va être plus proche en termes de périodicité, mais en tout cas, il y a plusieurs proches voisins possibles, et l'IA va être capable de déterminer quel est le couple qui s'approche le mieux de l'expérience. Voilà typiquement à quoi ça nous a servi. Donc on parle de données, comme Eric l'a mentionné, où on a très très peu de jeux de données. Donc c'est ce que vous avez dans les croix rouges ici, c'est les données expérimentales. Et on a regardé pour tous les paramètres de la simulation, avec le nombre d'impulsions ici, où est-ce qu'on se situait grosso modo par rapport à la simulation. On a entraîné le modèle sur un plus grand nombre de données de simulation, et comme ça on a pu générer une cartographie globale sur l'ensemble des paramètres de fluence, de délai,
de nombre d'impulsions en se recalant, c'est une sorte de recalibration par rapport aux données expérimentales qu'on disposait. Et ça nous a permis, par exemple, d'évaluer des choses qui sont impossibles à estimer dans l'expérience, comme par exemple le temps qu'il fallait pour observer ce type de structuration. Et on a obtenu de la dizaine à la centaine de picosecondes, qui est typiquement compatible avec de la convection qui serait resolidifiée sur la surface. Et puis, ça peut nous permettre également de nous prédire la dynamique, tout simplement. Là, ici, vous avez une petite vidéo qui montre, en fonction du nombre d'impulsions, comment évoluent les motifs qu'on a générés. C'est-à-dire que, expérimentalement, on a simplement quelques points de données, surtout à 25 impulsions, après 25 impulsions. Et d'après le modèle, on peut prédire l'ensemble de la dynamique qu'on est censé observer et dans quelle zone on est censé observer des motifs correspondant à, par exemple, des hexagones. Et demain, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir avoir une mesure qui soit in situ. Donc, je l'ai dit, la grosse difficulté pour nous, c'est d'avoir quelque chose qui soit exploitable de manière rapide avec un jeu de données qui soit beaucoup plus grand. Et donc ça nécessite d'avoir une observation qui soit à l'échelle de la structure, donc typiquement avec une résolution de 20 nanomètres. Et c'est ce qui nécessite pour nous d'avoir une sonde de l'ordre de l'XUV et de pouvoir aller sonder la structuration impulsion après impulsion avec une résolution qui soit celle de 20 nanomètres. Et ensuite de pouvoir utiliser ce type d'approche IA pour apprendre la dynamique et de pouvoir prédire comment se forment les structures impulsion après impulsion. Et de là, on pourra vérifier quel type de modèle physique est compatible avec ce type d'observation de structuration. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie également les collègues qui ont participé avec moi à ce travail. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette présentation très intéressante. Et j'imagine que vos travaux, oui, ça doit être très riche au sein de votre unité. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci d'avoir répondu à mon appel aux questions. Donc, si vous êtes d'accord, on passe, nous sommes parfaits sur le timing. On passe à la session questions-réponses. J'ai une première question pour l'ASEA. Donc, David, avez-vous essayé de prédire les paramètres laser pour la gravure sur un matériau ne faisant pas partie de l'apprentissage? Alors la réponse est simple, c'est oui. Nous avons appliqué, donc l'apprentissage a été réalisé sur acier inox 76L et nous l'avons directement appliqué sur du titane et du laiton notamment. Je vois encore notre matériau. Oui, voilà. Donc la réponse est oui. Bon, très bien. J'espère que Sylvain, qui est à l'origine de cette question, c'est clair pour vous. Et donc, Sylvain nous précise qu'il travaille sur le sujet à eCube, si je lis bien, à Strasbourg. Voilà, pour votre information, il y a des confrères qui travaillent sur la même thématique. Une question de Nicolas, qui vous remercie, David, pour cette présentation. L'approche de transfer learning est très intéressante pour l'application à de nouveaux matériaux. Quel est l'ordre de grandeur du nombre d'échantillons nécessaires pour un transfert sur un nouveau matériau par rapport au nombre d'échantillons nécessaires pour entraîner le modèle la première fois? Alors l'entraînement s'est fait avec différents groupes, j'ai envie de dire, de données. Au total, on a cumulé plus de 100 000 données, mais on ne les a pas forcément toujours toutes utilisées. On a validé les modèles sur des groupes de données beaucoup plus restreints, suivant un ratio d'environ 80-20 la plupart du temps. Donc 80% des données pour entraînement sur 20% de données pour valider les modèles. Ensuite, le transfer learning en lui-même, on allait vers un nombre de données beaucoup plus petit et on était, en tout cas jusque maintenant, le transfer learning fonctionnait bien après environ seulement 500 à 800 données. J'espère que cela répond à la question de Nicolas. Si jamais vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat, parce que normalement vos micros sont coupés, donc on peut pas. Enfin, si vous souhaitez aussi vous exprimer, n'hésitez pas, hein, dites-nous-le, et puis on vous laissera la main. Merci beaucoup, David. Il y a une dernière question dans le chat. Pour vous, encore une fois, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être en partie répondu concernant le transfer learning, encore une fois. Quelle est la précision ou la granularité du transfert en termes de données, pardon, et quelles sont les limites de cette approche de transfer learning? On est toujours en train d'explorer avec
notre objectif, c'est surtout de réduire le nombre de données, donc d'optimiser au maximum l'apprentissage pour, lorsqu'on passe d'une machine à une autre, réduire le temps de recherche et le nombre d'échantillons. Donc, on cherche forcément à réduire le nombre de données. Pour l'instant, les meilleurs résultats dans le transfer learning, on arrivait à un minimum de données de 500 données pour l'instant. Il y a encore des optimisations qui sont en cours en termes du modèle de réseau de neurones qui sont en cours de développement par notre partenaire. Je ne saurais pas donner plus d'informations, de détails en termes de granularité, etc. Granularité, pardon. Par contre, n'hésitez pas à nous contacter, donc moi ou ma collègue Céciline Petit, et on pourra on pourra faire des réunions et rentrer dans plus de détails. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Eric ou Jean-Philippe aussi? Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, j'aurais une question personnellement. Donc, ce que j'ai compris, c'est voilà, vraiment le nerf de la guerre, c'est la donnée, la manière dont on acquiert de la donnée qui peut s'avérer riche. Quels sont vos conseils pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui sur les étapes un peu cruciales ou les limites de cet exercice? Est-ce que s'entourer des bons partenaires, aller chercher les centres de recherche pour gagner en termes d'innovation et de position sur le marché en compétitivité. Voilà. Est-ce que vous avez quelques vraiment conseils précieux pour continuer à avancer sur ces thématiques ou commencer à explorer ces sujets pour les entreprises qui seraient peut-être plus en amont de leur avancement dans le projet? Eric? Oui, bah, effectivement, je crois que vous avez compris et ça a été bien illustré que c'est un des points essentiels pour notre activité parce qu'on ne peut pas se permettre de dupliquer les approches qui marchent dans d'autres domaines, hein, l'imagerie médicale ou autre, et il faut être un peu innovant là-dessus. Je pense que c'est intéressant pour les entreprises parce que dit innovation, dit possibilité de différenciation. On a eu je pense que le séminaire, le webinaire a donné des pistes ou des exemples intéressantes. Maria, tu seras mieux placée que moi pour faire la pub sur les centres de transfert qui peuvent aider, mais on peut citer bien sûr Cathy Alphanor en région et puis le tissu universitaire en région, mais pas seulement. Jean-Philippe est un bon exemple, hein, mais le Labri ou l'INRIA, etc., sont sans doute des partenaires intéressants. Et encore une fois, ce qui est important pour moi, c'est que ce n'est pas seulement un travail de machine learning ou d'IA classique, mais qu'il y a beaucoup d'ingénierie à mettre en œuvre. Quand David nous montre l'intégration de son microscope confocal dans une machine pour simplifier les données, je trouve l'approche et le résultat remarquables, mais c'est loin d'être simple, ça demande du travail mécanique, optique, etc. Donc c'est une approche qui est peut-être spécifique, pas seulement à notre domaine, mais aux applications industrielles en général. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir besoin de cette approche et qui, pour les entreprises, me semble une source de différenciation et donc de compétitivité potentielle importante. Si quelqu'un trouve une façon d'acquérir simplement de la donnée pas chère, de coupler ça à des modèles un peu évolués, moi je crois beaucoup au modèle mixte qu'a présenté Jean-Philippe, hein, qui mélange la physique et le machine learning. Eh bien, il est possible que cette entreprise ou ce partenaire se retrouve dans une très très bonne position concurrentielle. Très bien. David, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ou c'était complété? Oui, non, entièrement d'accord avec Eric. Je salue tout le travail de Jean-Philippe parce que effectivement, comme vous avez dit, le nerf de la guerre, c'est la donnée. Et avoir cette quantité de données, c'est toujours fastidieux, très compliqué. Ça demande beaucoup de travail à mettre en place. Et tout moyen qui permette de réduire ce nombre de données, ça facilite d'autant plus le transfert vers des applications industrielles. Donc, tout ce travail de modélisation pour réduire ce nombre de données initiales et qu'en plus donne des résultats vraiment surprenants aux échelles mentionnées par Jean-Philippe. Enfin, voilà, moi, j'ai été vraiment très impressionné. Et je pense que ce même genre d'approche devrait être appliqué, j'ai bien appliqué, à d'autres process encore. Tout à fait. Merci. Bon, Jean-Philippe, voilà, vous êtes la star de ce webinaire.
Merci. Je vais compléter, peut-être, si je peux, ce qu'ont répondu mes collègues. La question de comment se préparer finalement à affronter la création de données, la génération de ces données. Et je pense que c'est vraiment une question clé que si un industriel doit se poser, elle doit se la poser tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, nous, on est plutôt mal parti. Tout simplement parce qu'on s'est dit on va exploiter toutes les données qu'on a déjà en magasin, en stock. Ça fait des générations de thèses et de post-doc où on a généré des données. On doit pouvoir les réexploiter et faire de l'IA avec. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Nous, c'est ce qu'on a pu constater, en tout cas en local, on n'a pas réussi. Et ce qui est important, c'est de penser tout de suite au démarrage, quelles sont les données qu'on va pouvoir générer, s'assurer que ces données ont été obtenues dans des configurations à peu près similaires. Et ça, c'est une réflexion qu'il doit y avoir en amont de- pour arriver à un résultat final. C'est-à-dire se dire, bon, quelles sont l'ensemble des données que je vais pouvoir générer et à partir de quoi je vais pouvoir entraîner mon modèle. Parce que c'est vrai que la quantité de données, c'est important. Et ensuite, c'est vrai que nous, on est parti sur la partie physics informed. Alors, parce qu'on a bénéficié au laboratoire, on a une équipe INRIA qui nous a dit, nous, on voudrait faire des choses liées à des contraintes physiques, ajouter des contraintes physiques. Nous, on est allé jusqu'au modèle, mais c'est vrai qu'au départ, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus simples à faire, et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, qui est simplement ajouter des contraintes physiques. Il y a des choses qu'on sait sur le champ électromagnétique laser, des choses qu'on sait sur la conservation de l'énergie, la conservation de la quantité de matière, des choses comme ça, où on sait qu'on peut les injecter dans le modèle, tout simplement sous des lois plus simples à traiter, quoi. Et à mon avis, ça peut permettre d'aider le modèle à être bien entraîné. Et ça, c'est important, quoi. Le temps de qualification aussi des éléments de départ, finalement, et tout au long du process, vérifier qu'on est efficient à chaque moment et on est tout optimisé pour être le plus efficace sur le rendu. Merci beaucoup pour vos retours et ça fait un petit peu objet d'une conclusion, la question d'Anthony, mais je pense qu'on dira oui collectivement, pourquoi pas. C'est justement à ça que servent les projets comme Dynamique. Compte tenu de l'effort nécessaire pour développer l'IA, pour les procédés laser, ne serait-il pas plus efficient de se réunir autour d'un projet collaboratif de grande ampleur? Et je rajouterais qu'il pourrait même être au-delà de nos frontières françaises, on pourrait même imaginer un projet collaboratif européen. Et Dynamique peut aussi vous aider à flécher des bons dispositifs pour cofinancer ces projets de recherche et d'exploration. Donc, tout à fait, Anthony, n'hésitez pas à revenir ou rentrer en contact avec moi ou avec mon collègue Olivier Girel, que je remercie aussi de tout cœur pour cette organisation et l'aide à l'identification de nos intervenants du jour. Donc, Paul Alpha RLH, qui est partenaire de Dynamique aussi, et qui peut aussi nous assister dans la constitution d'un collectif, pourquoi pas, pour essayer de travailler ensemble et apporter chacune à notre niveau des briques à l'édifice. J'ai une dernière question. Sylvain qui nous remercie. Si on a un petit peu de temps, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se déconnecter. Merci pour ces cas pratiques. Quid des enseignements de ces pratiques dans le supérieur? Est-ce que transférable dans les enseignements en université et en école d'ingénieurs? Est-ce que c'est déjà effectué à votre connaissance? Alors, nous, à Saint-Étienne, oui, il y a une école universitaire de recherche qui s'appelle Manutech Slate, et pour lesquels il y a trois grands axes. Il y en a une, c'est l'interaction laser-matière, la deuxième, c'est l'IA, et la troisième, c'est les applications liées à la structuration de surface, typiquement. Donc ça fait déjà quelques années qu'on essaye de mixer IA et interaction laser. Et aujourd'hui, il y a des masters, typiquement chez nous, il y a un master qui s'appelle IPSRS pour Photonics for Security, Reliability and Safety, où on intègre des formations liées à du deep learning, etc., pour que les étudiants aient à la fois le bagage photonique et le bagage machine learning. Alors après, c'est des tout petits volumes d'étudiants en master, hein. C'est typiquement moins de 10 étudiants par an. Mais après, il y a des étudiants qui sont beaucoup plus spécialisés machine learning, d'autres qui sont beaucoup plus spécialisés photonique. Ça, on va en trouver dans beaucoup d'universités. Mais il commence à se créer des formations où on mixe les deux. Ouais. Super. Bon. Et voilà, n'hésitez pas aussi pour cette partie
Parce que ces étudiants-là, j'imagine, Jean-Philippe, ils sortent après de leur enseignement, et ils partent en stage ou ils intègrent des entreprises. Donc, ça peut Oui, être tout à aussi un fait. sujet qu'on peut éventuellement étudier, les tests CIFRE, voilà, les modalités aussi de collaboration entre les entreprises et les écoles supérieures ou des universités, tout ce qui est enseignement supérieur pour profiter aussi de ces expertises et capter des talents dans le domaine qui vous intéresse. Je pense que nous arrivons au bout de notre séminaire d'aujourd'hui. Je vous remercie encore, nos intervenants du jour, Eric, Jean-Philippe, David, Olivier. Merci à notre équipe communication pour l'aide technique logistique pour ce webinaire. Nous allons vous transmettre les présentations et le support. Vous aurez aussi le lien au replay. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.